Bonjour. Moi, j'ai une question à propos de la destination du stage. Enfin, personnellement, je suis attiré quand même par les pays asiatiques. Je parle absolument pas le chinois, japonais ou autre. Et je me demandais si c'est un aspect dont il faut se méfier, justement, outre le côté professionnel, parce qu'au niveau de l'anglais, il n'y aura pas de problème. Mais dans la vie de tous les jours, vivre en Chine, au Japon ou un autre pays, est-ce qu'il faut s'en méfier, en fait? Je sais pas si c'est une question plus généraliste ou qui c'est qui peut répondre sur la question linguistique. Est-ce qu'il faut qu'on ait la maîtrise complète de la langue ou est-ce que ça peut être travaillé plus tard? Romain, merci. Moi, j'ai aucune connaissance des pays asiatiques, désolé. Mais par contre, je suis dans un environnement où je comprends rien du tout. Euh, le tchèque, c'est vraiment compliqué. Il faut à peu près 10 ans pour savoir parler la langue, donc je vois ce que tu peux dire. Euh, Moi, si on peut se débrouiller en anglais, on peut se débrouiller partout, honnêtement, et surtout dans les grandes villes. Là-dessus, il y a pas de souci. Pour moi, j'ai jamais mis un frein à mes projets par rapport à la langue si je maîtrisais l'anglais. Et j'ai jamais été confronté à un problème comme celui-là. Mais voilà, pour moi, l'anglais est suffisant. Merci. Alors moi, je rajouterais juste, par contre, justement, étant donné que, comme tu disais, la République tchèque, la culture reste assez proche quand même de la culture française. Là, sur des pays asiatiques, je pense que la culture est quand même assez différente. Je pense que c'est sur ça aussi qu'il faut faire attention, c'est justement se renseigner sur les us et les coutumes déjà dans le pays, mais aussi dans l'environnement des entreprises, parce qu'il y a certaines choses qui se font en France mais qui sont pas très bien vues dans tel pays. Donc voilà, je pense que c'est sur ça aussi qu'il faut faire attention, sur des pays par exemple comme en Asie, où c'est quand même assez différent de ce qu'on a ici en France. Voilà. Si je peux juste rajouter une petite chose. Quand on va dans un pays étranger, on ne comprend pas la langue, le mieux c'est d'avoir quelques notions, de dire bonjour dans la langue du pays, de dire merci, de dire excusez-moi. Juste ces petites choses, et ça permet d'avoir une meilleure ouverture des gens qu'on a en face de nous. Voilà. Peut-être d'autres questions dans la salle? Oui, merci. Bonjour. Donc moi j'ai une question, peut-être pour Romain mais aussi pour les autres. Je me pose la question depuis plusieurs années parce que j'ai la chance d'être bilingue justement polonais, français, et je voulais quand même avoir plus de facilité en anglais. Et donc est-ce que je devrais saisir ma chance et travailler, faire un VIE ou autre chose en Pologne, ou plutôt partir aux États-Unis ou en Grande-Bretagne pour apprendre plus l'anglais, vu que c'est un peu mon but. Tout dépend votre projet. Aujourd'hui, la Pologne, c'est incroyable comment c'est en train d'exploser. Quand on va à Varsovie, on se croira à New York. Il y a beaucoup d'opportunités. Ça va être quelque chose qui va être, enfin, un pays qui va être très sympa au niveau des affaires très prochainement. Ça l'est déjà. C'est une réelle chance de parler couramment polonais. On va avoir besoin de gens comme vous prochainement dans n'importe quel type d'entreprise, parce que justement ce territoire va être important. Ensuite, l'anglais est aussi très important. Dans tous les cas, il faut savoir parler l'anglais. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie d'aller au plus loin possible de cette terre, allez-y pour apprendre une autre langue ou je sais pas, découvrir d'autres choses. Vous connaissez la culture polonaise, mais peut-être que vous avez envie de découvrir autre chose aussi. Je peux pas forcément vous répondre, mais juste sachez que vous avez une chance de parler une autre langue. Et c'est mieux vaut l'utiliser certaines fois. Romain, juste pour cette expérience en Pologne, j'entends ouverture, dynamisme, marché important. Il y a un travail quand même qui est de plus en plus tourné vers la gestion de projet que vous avez
pour la plupart d'écrits au quotidien et travailler dans des équipes multiculturelles avec notamment le besoin d'avoir une langue commune. Donc je ne sais pas comment vous le vivez aujourd'hui, mais est-ce que vous vous exprimez pas très souvent en anglais, même si vous avez la possibilité de maîtriser une autre langue qui permettrait de s'exprimer? Pour autant, l'anglais reste la langue ce jour-là de la gestion de projet, non? Oui, effectivement, l'anglais, c'est la langue numéro 1. Si vous voulez travailler dans un environnement international, il faut savoir maîtriser l'anglais. Il n'y a pas d'autre choix, même si voilà, vous parlez une autre langue. Si vous voulez avoir des liens avec tout type de personnes, l'anglais reste primordial, oui, c'est certain. Et surtout, comme vous dites, en gestion de projet, en tant que Français, à l'étranger, on est forcément amené à faire de la gestion de projet, pas être opérationnel sur une tâche, mais avoir une vue générale et savoir gérer plusieurs choses à la fois. Donc l'anglais, oui, définitivement. Je ne suis pas dans le privé, donc, mais je me permets de donner mon avis sur la question des langues. Pour avoir eu des collègues qui ont intégré des fonctions au sein des organisations pour lesquelles j'ai travaillé, dont l'anglais était laissé beaucoup à désirer. Donc je dirais qu'il faut saisir l'opportunité, et ce n'est pas à l'école qu'on apprend l'anglais. Vous m'excuserez, ceux qui enseignent l'anglais, c'est au travail. Donc si vous avez des compétences bien précises et qui peuvent être, qui sont peut-être demandées dans certaines entreprises, voilà, il faut les saisir. Et vous serez amené de toute manière à travailler en anglais. Beaucoup d'entreprises maintenant tournées vers l'international, la langue de travail est souvent l'anglais, la terminologie est en anglais. Donc les progrès, vous ferez les progrès nécessaires assez rapidement, tout sans, je dirais, prendre une année à partir très loin aux États-Unis pour une immersion totale linguistique, etc. Vous pouvez le faire les deux à la fois, je pense, hein, sans perdre de temps. Vous engagez dans un projet, intégrer une entreprise, vous verrez que très très rapidement vous serez plus qu'à l'aise en anglais. Je pense qu'il y a une dimension qui est importante, qui est soulignée encore une fois avec nos intervenants du jour, mais sur le côté international, tout à l'heure Romain disait une âme d'entrepreneur. On a beaucoup entendu l'expression oser faire les choses, se lancer. Ça signe quand même beaucoup l'international, les difficultés qui sont rencontrées, mais un quotidien qui vous rattrape et un phénomène d'apprentissage qui vient compléter un savoir, par exemple universitaire, l'obligation de développer un savoir-faire. Et je rejoins beaucoup Edmond dans cette démarche-là, en disant qu'il y a certainement une base à prendre par un acquis, et puis ensuite d'aller chercher par son expérience professionnelle, peut-être plus facilitante à l'international, un complément. Là, c'est linguistique, mais on aurait pu parler de savoir-faire tout simplement. La question tout à l'heure sur le marché asiatique n'était finalement pas très différente. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? N'oublions pas la linguistique, mais à côté de ça, la culture générale, la façon d'approcher le marché, d'être capable de s'insérer dans les structures économiques, mais aussi dans la vie quotidienne, qui a son importance. Et là, le fait d'être bilingue apporte énormément. Moi, je suis régulièrement en Arménie sans rien comprendre à ce qui se passe autour de moi. C'est l'anglais qui me guide, autant que la posture ou la façon d'aborder les personnes avec le respect qui se doit. Et c'est une question qui est bien dans l'air du temps et qui est aussi tout à fait valable dans les affaires, hein, qui est la même chose. D'autres questions peut-être dans la salle? Pas très bavard aujourd'hui, si. Merci. Bonjour encore bonjour et merci pour les informations. Je voulais demander, vous avez eu tous, il me semble, des moments où vous avez postulé pour les travaux, où vous vous trouvez dans les situations où vous n'avez pas forcément soit le savoir-faire, soit l'expérience, vous voulez vous diversifier, entrer dans un nouveau domaine. Comment est-ce que vous nous conseillez, notamment pour nous qui avons parfois une expérience spécifiquement linguistique, mais pas business ou l'inverse, comment vous nous conseillez de postuler pour les offres d'emploi, mais d'approcher les employeurs et de nous présenter dans cette manière, pour montrer qu'on peut faire en fait? Je ne sais pas si c'était assez clair. Alors en fait, par exemple pour moi, mon entretien pour mon entreprise, j'ai commencé à parler de ce que je faisais en études et il n'en avait absolument rien à faire. Que je vienne de Lyon, de l'université ou d'une école de commerce, parce qu'on a un gros complexe quand même à l'université, c'est pas devenir une école de commerce quand on cherche dans le business. Il n'en avait absolument rien à faire. Il m'a donné juste un problème à résoudre et c'était est-ce que tu sais résoudre ce problème? C'était comment tu calcules la production d'une entreprise de tuiles.
Donc voilà, donc j'ai dû résoudre ce problème en disant voilà, il y a tant de maisons en France, il faut refaire le toit de maison tous les 10 ans. Voilà, j'ai commencé à réfléchir comme ça et pour moi, ça est vraiment. Enfin, je pense qu'à l'étranger, de toute façon, ils n'ont aucune culture de comment fonctionne l'université ou les études en France. Donc j'ai juste eu à montrer ma capacité à réfléchir en fait, enfin vraiment à apporter ça. Et il n'y avait vraiment aucun apport de mon bagage d'études en fait. Donc voilà. En fait, c'est une question dont on a eu l'occasion de parler déjà tous les deux, mais qui est vraiment le positionnement pour une bonne partie de la salle aujourd'hui. Je relaisserai la parole à nos intervenants évidemment. Il y a la question du savoir-faire qui vous obsède et vous venez tout le temps nous voir, nous, professeurs, en disant on ne sait rien faire. Voilà, je vous le répète, je vous le redis encore une fois, cette fois-ci dans cette assemblée. Et quelque chose qui est important, c'est qu'on est sur une notion de compétence avec ces 3 savoirs. Et donc le savoir-être et le savoir dont vous disposez sont hors normes et nous intéressent énormément, nous, entreprises. Laissez-nous faire pour le savoir-faire par la suite. On entend ici à travers la réponse de Lucie quelque chose de très concret. On cherche des personnes logiques, capables d'apporter une réponse avec du bon sens, sur lequel viendra se greffer effectivement leur savoir qui permet d'entrer en relation avec les autres, de s'intéresser à plein de secteurs et de pouvoir obtenir une réponse, faire un lien avec l'autre qui est très important aujourd'hui. Et de l'autre côté, ce savoir-être où en entreprise, ce que l'on cherche vraiment à éviter, c'est de parler de choses qui nous semblent vraiment évidentes, comme s'il vous plaît, arrivez à l'heure, soyez capable de respecter nos valeurs d'entreprise et n'allez pas mettre par terre ce qui nous a pris 40 ou 50 ans à créer. Donc voilà l'intérêt. Après, c'est intéressant de continuer ce tour de table, puisqu'effectivement, les confrontations peuvent être différentes d'une partie à l'autre. Je vous rappelle quand même que dans la donnée franco-française, en termes de recrutement, nous avons aussi des approches différentes. Je vous parlerai du recrutement par simulation, où quel que soit le niveau de diplôme, au bout d'un moment, on se demande si la personne va être bien dans ce poste et on lui fait faire la chose pour voir si réellement ça pourra fonctionner ensemble au quotidien. Donc, juste petite parenthèse. Peut-être laisser la parole, d'autres expériences, des témoignages sur comment se vendre clairement lorsqu'on n'a pas forcément le savoir-faire. Qu'est-ce qu'on met en avant? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Moi, pour rebondir donc là-dessus, c'est vrai que pour ce qui est là de mon emploi actuel, l'entretien, c'est pareil. J'avais pas d'expérience particulière et l'entretien s'est juste déroulé sur mon expérience, ce que j'ai vécu en Australie. Parce que pour vous rappeler, donc, je suis conseillère dans un organisme d'école de langue. Donc là, en gros, ce que je dois faire, c'est donner l'envie aux personnes de partir à l'étranger et leur expliquer pourquoi apprendre l'anglais à l'étranger, c'est intéressant. Et voilà, donc du coup, mon entretien s'est vraiment déroulé là-dessus, plutôt sur ma personnalité, sur ma motivation, et non pas sur ce que je savais faire après. Tout s'apprend sur place, pendant le travail, quoi. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de se dire je ne sais rien faire. Non, vous savez faire. Déjà, vous, comme on vous a dit, vous savez être, quoi. Donc c'est aussi ça qui est important dans les entreprises à l'international, je pense. Moi, je voulais juste ajouter que ça fait pas si longtemps que j'ai cherché de l'emploi. La première fois que j'ai recherché de l'emploi, donc c'était après l'IAE, j'ai fait de la quantité. C'est-à-dire que je ne savais pas quoi faire réellement. J'ai envoyé des lettres de motivation, des CV personnalisés, j'ai tout fait ce que je pouvais. À une grande quantité d'entreprises qui pouvaient m'intéresser, mais où j'avais pas de savoir-faire, où j'avais pas vraiment je savais pas comment vendre tel produit ou tel service ou je ne sais pas quoi, ou si je voulais faire du marketing, de la vente pure, du merchandising, je savais pas exactement. J'ai pris ce qui venait, j'ai pris l'entreprise qui m'a fait confiance. Ça m'a permis d'avoir un premier bagage pour me lancer. Pour moi, c'était temporaire. Je voulais rester je voulais aller à l'international, mais commencer à connaître vraiment mon projet professionnel en allant dans un secteur. Par la suite, j'ai acquis donc du coup un savoir-faire dans un secteur commercial qui est le conseil. J'y connaissais rien. Moi, au lieu de mes 24 ans, conseiller une entreprise sur sa stratégie R&D, une entreprise de plus de 20 000 personnes. Enfin,
pour moi c'était aberrant, mais j'ai acquis le savoir-faire au bout d'un an. Comment faire, comment me montrer, etc. Donc ça c'est très important. Si l'environnement vous intéresse, restez-y, ou alors prenez-le comme un tremplin pour la suite. Parce que pour la suite, moi je me suis dit j'arrête mon travail, par contre j'aime bien cet environnement, je vais cibler. Là j'ai travaillé pendant une semaine sur ma cible d'entreprise où je voulais travailler. J'en ai trouvé une qui cherchait justement une personne comme moi, et ça matchait tout de suite. Donc il y a 2 stratégies. C'est soit vous avez déjà votre projet professionnel en tête, ciblez l'entreprise, faites tout ce que vous pouvez pour aller dans cette entreprise ou dans d'autres concurrentes, ou alors faites de la quantité, mais prenez cela comme un tremplin. Pour moi, c'est ça. Une réponse à travers le projet qui est importante à entendre aussi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est votre projet? Même si ça peut être compliqué à libeller. Je ne parle pas d'un projet qui soit celui de l'entreprise, mais humainement parlant, votre quotidien, vous avez envie que ce soit quoi et pourquoi? Et n'oubliez pas votre forte capacité à apprendre et à comprendre. Ce que je constate moi, et c'est plus le chef d'entreprise qui parle pour le coup, en disant un certain niveau d'études et avec une ouverture au monde comme vous pouvez l'avoir, on apprend plus vite. Romain vient de dire, j'apprends un métier en un an, pas garanti que tout le monde puisse le faire, en disant voilà, le savoir-faire va venir aussi plus vite. Ce qui est vu aujourd'hui comme un trou dans la raquette ou comme une lacune potentielle peut peut-être être comblé beaucoup plus rapidement que ce que vous le pensez. Et attention, phénomène de mondialisation au niveau des produits, phénomène de mondialisation dans les processus d'entreprise, absolument pas sur les hommes. Hein. On recherche à compléter des équipes, on cherche des profils, on veut des individus n'étant pas composés tout à fait de la même manière, de la même façon de penser que son voisin. Donc ça aussi, dans l'entretien, vous aurez beau vous préparer, ça sera une partie où votre personnalité et ce que vous êtes sera importante à dérouler. Et nous, je voudrais juste rajouter, si encore une fois je reviens aux organisations internationales, il existe aussi cette option et différentes approches sont possibles, les voies d'accès. Vous pouvez songer au système de volontariat qui est ouvert dans la quasi-totalité des organisations. Donc la Croix-Rouge, l'OSCE, vous pouvez déployer pour l'OSCE. Financièrement, ce n'est pas intéressant, mais très très souvent, c'est une expérience. D'abord, ça vous permet de voir sur le terrain si ce genre d'orientation professionnelle et personnelle vous intéresserait. Et c'est un tremplin au sein de l'organisation même ou autre organisation qui peut très souvent déboucher sur un poste, sur un contrat. Vous avez vraiment une multitude d'agences qui sont affiliées aux Nations Unies ou autres organisations régionales de l'Union européenne, un peu partout en Europe sans vous sentir obligé de partir très loin. Il y a également le système de stage au sein des ambassades de France partout dans le monde que vous pouvez explorer, et toute ambassade, même dans des pays très très petits, accueille régulièrement tous les ans au moins 2-3 stagiaires par an. Donc c'est quelque chose à voir. Même réaction, hein, améliorer le CV par des expériences et puis développer son savoir-faire par la suite. Peut-être une dernière question avant que nous passions sur la conférence avec les entreprises. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui souhaitait développer un sujet ou un autre. Plus de questions, on a été très clair. Bon, bah c'est bien. Je vous remercie, je remercie nos participants pour la richesse des échanges que l'on a pu avoir, l'investissement que vous avez mis. Encore une fois, merci pour nous, on va dire, pour l'université, pour nos étudiants. Merci à vous d'être présents aujourd'hui et puis à très bientôt.